Voilà, on va lancer les 2 dernières conférences que nous enchaînerons. Les derniers ateliers sont en train de se finir, donc vos petits camarades de jeu vont vous rejoindre. Et celle-ci, elle va traiter de l'innovation, de l'innover, n'importe quoi. Comment on innove avec et pour le vivant. Et c'est Sandrine qui va vous expliquer tout ça. Sandrine, je te cède le micro, avec délectation. Merci infiniment. Alors, je vais donc appeler sur scène nos 2 participants, puisque nous avons 2 défections. Les microbes ont bien travaillé. Donc, Christian Leroux, d'M2I, et Alain Renaudin, de Biomime Expo. Donc, l'innovation. L'innovation, je suis entourée par 2 personnes qui pourraient l'incarner. Alors, si je reprends une définition communément acceptée, l'innovation est un processus de création et de mise en œuvre de nouvelles idées, méthodes, produits, services, afin d'améliorer la performance et de s'adapter. Et c'est là que commence à se nicher un petit peu le diable, puisqu'effectivement, on voit qu'elle est essentielle pour la compétitivité des entreprises et pour leur pérennité. Malheureusement, on en voit aussi les effets délétères. Et dès ce matin, Jean-Baptiste Fresso introduisait sur le mécanisme schumpeterien de destruction créatrice. Et on peut voir que l'innovation est quand même assez destructrice. Et souvent, elle est aussi limitée ou complètement assimilée à la technologie. Alors aujourd'hui, pour questionner plutôt la finalité et la méthode de l'innovation, j'ai avec moi Christian Leroux, à ma droite. Christian Leroux, vous êtes secrétaire général de M2I, et vous allez nous expliquer plus en détail, mais vous êtes une entreprise industrielle qui produit des alternatives aux pesticides. Et à ma gauche, Alain Renaudin, qu'on ne présente plus puisqu'il est fondateur de Biomime Expo, par exemple. Alors, on va commencer par une première étape de définition, parce que innover pour et avec le vivant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement? Alors, je voudrais commencer par vous, Alain. Alors d'abord, je pourrais peut-être dire un mot au nom de Dounia pour le CBIOS, parce que je suis co-fondateur aussi du CBIOS il y a une dizaine d'années. Je pourrais s'il y a des questions sur le CBIOS, je pourrais essayer d'y répondre pour Dounia. Et puis on parlera, comme je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu as commencé à dire, Sandrine, on parlera de l'innovation forcément destructrice. Bah non, puis d'ailleurs on va le voir avec Christian et M2I. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer En fait, ce qui est important, c'est la finalité. Et la finalité, elle est dans la tête des gens, elle n'est pas dans la méthode. Et donc, on peut faire des choses formidables avec des belles méthodes, et on peut faire des choses beaucoup moins formidables avec aussi des belles méthodes. Donc, on va parler de tout ça. Pour, avec le vivant, j'en sais rien. L'idée, c'est comment est-ce qu'on innove, pas seulement pour nous, quoi. C'est ça l'idée. J'ai eu la chance, là, à Biomime Expo qui vient de se terminer, de passer à nouveau du temps avec Claude Grison, une exceptionnelle chercheuse du CNRS à Montpellier, qui travaille sur des plantes dépolluantes, métallivores, hyper accumulatrices, sur une nouvelle façon de penser la chimie durable, la chimie verte. Tout est chimie, hein, donc c'est pas parce que c'est chimique que c'est négatif et à condamner. Le vivant ne fait que ça, de la chimie, hein. Christian Leroux en parlera. Disperser des phéromones, c'est disperser des substances chimiques volatiles, odorantes, c'est disperser des messages. Donc il y a des secteurs, il y a des mots qui ont très négativement impacté les 150 ans de révolution industrielle qu'on vient de vivre. Il n'y a pas de fatalisme à avoir des secteurs d'activité ou des disciplines qui sont nécessairement négatives en termes d'impact. C'est à nous de revisiter tout ça. Et pourquoi je parlais de Claude Grison? Tout simplement parce qu'elle a une approche qui consiste à voir comment est-ce qu'on peut repenser la chimie ou une activité industrielle dans une logique, j'ai presque envie de dire obsessionnelle, de bénéfice pour la biodiversité elle-même. C'est-à-dire sortir d'une approche où on ne voudrait innover que pour nous-mêmes. Et ici, on est en pleine ville de Paris. Je me souviens d'une édition de Biomime Expo à l'Hôtel de Ville, là-bas, en 2019, où Marion Valère, qui faisait partie de l'équipe des grands projets Réinventons la capitale, etc., avait dit un truc qui m'est resté dans la tête. C'est pour ça que je la cite, parce que c'était je trouve une formule intéressante et qui peut être appliquée pas que au monde de l'immobilier, mais à tous les secteurs économiques, etc. Elle avait dit pour la ville, mais encore une fois, vous pouvez l'appliquer dans ce que vous faites, c'est arrêtons de penser les villes uniquement pour l'homme.
c'est bête et c'est essentiel. Et en fait, à partir de ça, vous pouvez tout revisiter. C'est-à-dire que arrêtons de penser nos activités économiques uniquement pour nous, arrêtons de penser l'innovation uniquement pour nous, etc. Donc en gros, on a un partenaire d'avenir et on n'en a qu'un, et qui est le plus puissant, le plus efficace, etc., c'est le vivant. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun avenir sans le vivant. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on innove en s'inspirant de ce super modèle, parce qu'il est juste beaucoup plus fort que nous, depuis beaucoup plus longtemps que nous. The Nature Company, si vous voulez, c'est la plus vieille des entreprises. Et donc, comment est-ce qu'on s'inspire de ce super modèle, en se mettant tout modestement à son écoute, et comment est-ce qu'on pense l'avenir avec lui ? Parce qu'évidemment, on n'a aucune chance de gagner le match en jouant contre le vivant. Donc si on veut gagner des médailles, on a plutôt intégré à mettre le vivant dans l'équipe. Alors Christian, on va peut-être passer par une première définition. Vous nous expliquez ce que fait M2I et après, qu'est-ce que ça signifie pour vous, innover pour et avec le vivant ? Merci Sandrine. Merci pour cette invitation. Alors, M2I, nous sommes une PME française, une petite entreprise créée il y a près de 10 ans maintenant. Nous étions 30 à l'origine, on est 200 personnes aujourd'hui. Et j'aime bien dire que nous sommes les parfumeurs des insectes. Tout simplement parce que nous fabriquons des phéromones. Et la phéromone, c'est quoi ? C'est l'odeur sexuelle que sécrète l'insecte femelle pour communiquer avec le mâle et l'attirer. Les insectes ont deux obsessions dans leur petit laps de temps de vie, c'est la reproduction et la nourriture. Et donc nous reproduisons ces odeurs qui sont naturellement dans l'atmosphère, sauf que nous saturons ces odeurs sur les endroits que nous voulons protéger et nous empêchons les mâles de trouver les femelles. C'est-à-dire que contrairement aux pesticides qui tuent tout sur son passage, moi j'empêche la reproduction à l'endroit précis où je ne veux pas que l'insecte soit. Je donne souvent un exemple. Nous protégeons les buis du château de Versailles, le potager du roi, le potager de la reine. Il n'y a pas de pyrale du buis à cet endroit-là, mais à 500 mètres de là, dans la forêt de Marly, vous avez des millions de pyrales de buis qui pullulent et qui vivent leur vie naturellement. On protège aujourd'hui 80% des vignes de Champagne, on est sur le maïs, etc., etc. Donc tout l'intérêt de la phéromone, c'est qu'on reproduit ces odeurs espèce par espèce. Chaque phéromone est spécifique. C'est-à-dire que quand vous reproduisez la phéromone du vert de la grappe de la vigne ou du charançon rouge du palmier, la coccinelle, la libellule ou l'abeille qui passe par là, elle vit sa vie. Ce n'est pas sa famille, ce n'est pas son odeur. Elle n'en a rien à faire. Alors que le charançon du palmier, que je ne veux pas voir détruire les palmiers de la Croisette de Cannes, par exemple, puisqu'on avait le festival de Cannes il y a peu de temps, eh ben lui, je l'empêche de retrouver la femelle et d'aller infester le palmier qui se trouve sur la Croisette de Cannes. Donc c'est tout simplement reproduire ces odeurs spécifiques, espèce par espèce. Et du coup, le principe schumpeterien de destruction créatrice, c'est un principe contre lequel vous travaillez, puisqu'en fait, vous ne détruisez pas. C'est une alternative aux pesticides. Nous, on est totalement dans l'alternative aux pesticides. On est dans une famille qui s'appelle le biocontrôle. En anglais, on parle de biopesticides. Donc, on est vraiment une alternative aux pesticides traditionnels qui tuent tout sur son passage sans aucune distinction. Nous, on permet d'éviter cette reproduction. Le mâle qui ne trouve pas la femelle, c'est une femelle non fécondée, c'est entre 400 et 500 larves selon les espèces. La femelle meurt de sa vie naturelle et de sa mort naturelle. L'oiseau qui passe par là, il trouve un insecte mort qui n'est pas pollué aux pesticides. Donc l'oiseau mange un insecte propre. Donc il reprend une vie aussi naturelle sur l'espace que nous protégeons. Et donc tout cela est fait pour permettre qu'il y ait un cycle vertueux entre l'agriculteur, le riverain et le consommateur final que nous sommes, en évitant d'utiliser des produits chimiques qui se retrouvent des années et des années plus tard encore dans l'atmosphère ou dans les terres ou dans les sols ou dans les sous-sols. L'avantage de la phéromone que nous produisons, elle n'est ni toxique, ni écotoxique, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de conséquences dans les sols, il n'y a pas de conséquences dans les sous-sols, et il n'y a pas de conséquences dans les eaux. Et tout ça est surveillé très étroitement par les autorités réglementaires. On est soumis à autorisation de mise sur le marché par l'Agence nationale de sécurité des aliments, l'ANSES, qui spécifiquement nous demande chaque année de démontrer
l'efficacité du produit pour permettre à l'agriculteur d'avoir une alternative à ces produits chimiques traditionnels qui fonctionnent, et surtout de démontrer la non-toxicité, etc., etc. Du coup, Alain, donc vous, c'est le biomimétisme, votre credo. Et concrètement, en fait, à quelle étape ou à quel moment de la chaîne de valeur vous travaillez avec les entreprises? Comment est-ce que vous travaillez avec eux, concrètement? Il y a deux chemins, si on veut résumer les choses, plus un troisième si j'ai le temps d'en parler. Généralement, les entreprises, elles ont des problèmes. Et elles cherchent de nouvelles idées pour les résoudre. Et donc, le point de départ, quand on est avec une entreprise, c'est pas tout à fait le même point de départ que quand on est avec un chercheur. Généralement, le chercheur, lui, il trouve un truc intéressant et il ne sait pas très bien quoi en faire. Et donc, on discute avec lui pour voir effectivement quelles applications on peut en tirer. Et puis parfois, vous avez des chercheurs qui ne veulent même pas entendre parler de l'application parce que eux, voilà, Audrey Dussutour qui travaille sur le blob, elle ne sait pas pourquoi elle travaille sur le blob, sauf que c'est juste génialement passionnant. Et surtout, ne lui demandez pas à quoi ça sert, parce que c'est une insulte. Mais génial, Audrey Dussutour. Donc généralement, le chercheur, il observe le vivant. Il est curieux du vivant. Il développe de la connaissance. Et sa finalité, c'est de comprendre. C'est pas d'utiliser. C'est de comprendre comment ça marche. C'est là où c'est intéressant de faire, et c'est ce qu'on essaie de faire toute l'année, en dehors de BM Expo, nous et d'autres, avec le CBIOS bien souvent, et avec encore d'autres, avec des designers, etc. C'est comment est-ce qu'on crée des interactions, comment est-ce qu'on crée de la pluridisciplinarité, comment est-ce qu'on crée de l'écoute et de l'échange. Et en réalité, contrairement à ce qu'on veut bien croire, il y a plein de gens qui ont plein de choses à se dire, et c'est pas parce qu'ils sont dans leur silo qu'ils se détestent. Quand vous créez les conditions favorables, les gens sont intéressés, curieux mutuellement. Il n'y a pas de corporatisme, etc. Oui, il y en a parce qu'on est organisé comme ça. Il y a des secteurs d'activité avec des codes NAF, des codes APE, des machins, des trucs. Il y a des cursus académiques. Et donc, il y a l'Académie des sciences de... OK. Mais si on veut inventer des nouvelles solutions pour demain, il faut croire à l'hybridation créative. Voilà. Donc, généralement, le chercheur, il part d'une connaissance du vivant, d'une observation du vivant, d'un décryptage. Et ce décryptage du vivant, il est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on avait un décryptage jusqu'à maintenant très biologique, c'est-à-dire finalement les insectes dont parlait Christian Leroux, on vous décrivait quelle taille ils faisaient, quelle taille ils font, comment ils se reproduisent, là où ils habitent, leurs habitudes, enfin peu importe. Et donc l'entomologiste, il vous racontait ça, vous passiez une belle soirée, hein, c'était sympa, vous appreniez plein de trucs. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'enrichir ça d'une description dite fonctionnelle. C'est-à-dire comment ça marche et pourquoi c'est fait comme ça. Et dans cette description fonctionnelle, on va vous dire, voilà, comment est-ce que effectivement, les insectes femelles attirent les mâles en dispersant ces phéromones, ces substances chimiques volatiles, etc. Tiens, ah oui, c'est intéressant. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec ça pour voir comment réduire la reproduction. Donc là, les travaux du chercheur, les travaux de l'entomologiste, ils sont décrits d'une autre manière. Tout comme si je vous décris la nanostructure d'une aile bleue, d'une aile bleue de papillon morpho, et que je vous explique que cette nanostructure de surface, elle est hyperhydrophobe, antibactérienne, qu'elle fait de la coloration sans chimie, sans pigment, et qu'elle provoque aussi de l'autorégulation thermique. Là, à ce moment-là, l'entomologiste, il parle à l'ingénieur. Et là, à ce moment-là, il y a aussi, et c'est moi ce que j'aime dans cette idée de bio-inspiration / biomimétisme, c'est que c'est aussi une passerelle culturelle et sémantique. Il faut qu'on sorte de nos tours de Babel si on veut inventer le monde de demain. Et donc, soit on part du chercheur qui a observé un phénomène. Frank Zahl met un coup de fourche sur sous un monticule de sable à marée basse en Bretagne. Il sort un ver marin qui s'appelle l'Arenicola marina. Il est curieux, il se dit, ce truc-là est sorti il y a 450 millions d'années au temps du Cambrien, il est sorti de l'eau, comme tout le monde d'ailleurs. Il n'y avait que de l'eau, enfin en surface. Et il est resté là, peinard, sur la plage. Donc il a développé une stratégie, parce que c'est la marée haute qui lui apporte son oxygène. Et donc le point de départ du chercheur, Frank Zahl était à ce moment-là au CNRS, il est devenu entrepreneur, et je trouve que son parcours est intéressant. Lui, il a une mission, c'est sauver des vies. Il était chercheur CNRS. Son objectif, c'était de comprendre les mécanismes de transport d'oxygène dans le flux sanguin. Et il se dit, cette Arenicola marina doit avoir un truc, parce que pendant 6 heures,
Ce ver est privé de son apport en oxygène, c'est la marée haute. Donc à marée haute, le bestiau fait le plein d'oxygène, et ensuite pendant 6 heures, il est en apnée. Donc le point de départ du chercheur, mais qui peut être notre point de départ à tous, c'est on est curieux, et on se réémerveille, et on se pose des questions. Et en l'occurrence, la question là, c'est quoi son truc? Je fais court, il étudie l'hémoglobine de ce ver marin, et il se rend compte que cette hémoglobine séquestre 156 molécules d'oxygène versus 4 pour nous, donc 40 fois plus. Il fait le plein, premièrement. Ça, c'est génial. Ce qu'il utilise aussi aujourd'hui avec, par exemple, le professeur Lantieri sur des greffes de peau de grands brûlés, parce que vous savez que quand vous superoxygénez une greffe de peau, ça a plus de chances de succès, etc. Parce qu'il s'est battu pendant 15 ans, parce que faire du disruptif dans une industrie classique, c'est déjà pas évident, mais alors en médecine, vous n'avez que des amis. D'accord. Donc, il découvre qu'elle est superoxygénée. Ok, c'est sympa, c'est intéressant. Deuxièmement, fabuleux, cette hémoglobine de ver marin, elle est dite extracellulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hémoglobine est universelle. Elle est transfusable à l'homme. On a tous la même hémoglobine. On a tous la même hémoglobine, sauf qu'on n'a pas le même groupe sanguin. Parce que nos hémoglobines, elles sont encapsulées dans nos globules rouges. Et c'est nos globules rouges qui typent le rhésus. Cette hémoglobine de ver marin, elle n'est pas encapsulée dans des globules rouges extracellulaires. Et donc, elle est universelle. Superoxygénée, universelle. Et troisièmement, vous pouvez la réduire en poudre, la compléter avec de l'eau pharmaceutique. Vous avez une poche de sang pour sauver quelqu'un, n'importe quel rhésus donc. Je suis O négatif. Peu importe. Là où vous n'avez pas en plus le matériel frigorifique pour conserver. Le sang humain, c'est 42 jours à 4 degrés, c'est pour ça que l'UFS a régulièrement besoin de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que vous partez d'une observation du vivant, d'une compréhension, d'un décryptage. Ça, c'est généralement, je fais le point de départ de la recherche. Et en face, je dis volontairement en face parce que le monde de la recherche et de l'industrie ont tellement de bénéfices, tellement d'intérêt à se parler plus. C'est évident. Et nous, on a une culture en France qui est un petit peu freinante, on va dire, pour ça. Pas la culture anglo-saxonne, ou même en Allemagne, c'est pas du tout la même culture. Bref. Du côté de l'entreprise, généralement, le point de départ, c'est ce qu'on appelle du problem solving, c'est-à-dire vous avez un problème industriel et vous cherchez à le résoudre. Et donc, ce qui est en train de se passer là depuis quelques années, parce qu'on est quelques-uns à essayer de s'agiter pour faire mieux connaître cette approche-là, et moi, Biomime Expo, je l'ai créé pour révéler cet écosystème fabuleux, parce qu'il y a des gens géniaux et fabuleux en France. Ce n'est pas ceux dont on entend le plus souvent parler à la télé, donc justement, ça vaut le coup de les mettre en lumière. Donc généralement, du côté de l'industriel, le point de départ, ou de la filière, etc. C'est en agriculture, généralement, le point de départ, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions de substitution, des alternatives. Et à ce moment-là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Ça fait quand même un certain nombre de décennies qu'on tourne pour essayer de trouver des nouvelles idées. Et là, le biomimétisme, ce n'est pas du tout l'alpha et l'oméga, simplement, c'est un nouveau chemin. Parfois, ce n'est pas un chemin qui va produire un résultat. Parfois, il va falloir le combiner avec du biocontrôle, avec de l'éco-conception, avec tout un tas de trucs. C'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est vertueux. Hein. Moi, je peux vous faire des drones tueurs inspirés du vol de libellules, ça ne sera pas vertueux et ça ne sera pas le biomimétisme qui nous intéresse. Mais généralement, le point de départ de l'industriel, c'est, je vais prendre un exemple, on a besoin et on a envie d'inventer une colle chirurgicale qui ne soit pas de la glu issue de la chimie pétrosourcée et qui ne soit pas des agrafes mécaniques. Ça deviendra Titium, une start-up qui a levé 100 millions il y a quelques années. Ils sont inspirés des gastéropodes, marins et terrestres. Il y a plein de trucs qui collent dans le vivant. Ça peut être le byssus de moule qui a réussi la prouesse de s'accrocher sur un rocher qui n'est même pas plat, avec de la houle en milieu aqueux, etc. Alors que nous, pour faire tenir un truc avec de la superglue super agressive, parfois on n'y arrive même pas. Tandis que là, le vivant, il arrive à coller tout un tas de choses. Le lierre, ça colle. La baffe d'escargot, quand vous mettez votre doigt, ça colle. Et donc ils ont développé un prépolymère inspiré de ces gastéropodes que le chirurgien applique à l'état pâteux sur des tissus mous et humides. On est en chirurgie humain. Et ensuite, il fait changer le polymère de statut avec un flash lumineux, comme on sait que ça existe. Et le polymère se durcit, ça crée une suture sans suture. Évidemment, totalement bioassimilable, etc. Et donc là, on est parti d'un besoin de nouveauté. Tout comme le fameux exemple, je termine là-dessus, le fameux exemple du Shinkansen que vous connaissez tous par cœur, ce train à grande vitesse japonais.
Et ce train n'est pas né avec le nez que vous connaissez, allongé, etc. Non, il est né avec un nez ordinaire, j'ai envie de dire, dans les années 60. Et pendant 30 ans, ils avaient un problème, parce qu'on est sur un tracé ferroviaire entre la mer et la montagne au Japon. Donc il y a en permanence des changements de pression dus à des taux d'hygrométrie, d'humidité dans l'air qui varient. Et donc à chaque entrée et sortie de tunnel, il y a des espèces de bouchons, ça freine, c'est désagréable pour les voyageurs. Et puis en sortie de tunnel, il faut réaccélérer, etc. Donc c'est pas optimal. Et il a fallu qu'au début des années 90, un ingénieur, Nakatsu, arrive, lui-même ornithologue, donc c'était de la pluridisciplinarité incarnée dans le même bonhomme, pour qu'il se dise, et pour qu'il pense au martin-pêcheur, en disant mais bon sang, mais c'est bien sûr, en japonais dans le texte probablement, cet oiseau a résolu notre problème parce qu'il passe d'une pression air à une pression eau en permanence avec le moins de déflagration possible. Vous avez déjà vu des images magnifiques là où il traverse l'eau, après arriver à la tête de l'épaule, c'est un peu d'éclaboussure, mais il maintient, lui son objectif c'est pas compliqué, il va pêcher des petits poissons à 1,50 m sous l'eau. Il brasse avec ses ailes, c'est magnifique. Mais son objectif c'est maintenir la vitesse et faire le moins de bruit possible. Parce que s'il allait pêcher en faisant une bombe, évidemment ça ne marcherait pas. Et donc petit à petit, il a appliqué l'aérodynamisme du bec du martin-pêcheur à l'avant du train, parce qu'encore une fois il s'est dit, pour passer d'une pression à une autre, ça doit être efficace. Résultat des courses, ils ont gagné 70 km/h, 15% d'énergie. Il n'y a plus aucun à-coup aux entrées-sorties de tunnel. Du coup, ça me fait poser une question, ça m'amène une question sur la méthode. Et d'ailleurs, tu l'as un peu déjà évoqué avec Nakatsu sur l'interdisciplinarité. Est-ce que justement cette approche du biomimétisme, ça impose cette interdisciplinarité qui aussi est dans le vivant ? Alors honnêtement, après je vais laisser la parole à Christian Leroux, c'est omniprésent la pluridisciplinarité dans les innovations bio-inspirées. Et c'est probablement ce qui est extrêmement difficile à mettre en place. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, quand vous créez les conditions, ça se passe très bien. Les gens ont plein de choses à se dire, ils sont tout à fait partants, etc. Mais ce n'est pas très naturel. C'est-à-dire quand, de toute façon, ce n'est pas compliqué, regardez le nombre de biologistes dans les états-majors des grandes entreprises. Je n'ai pas fait le calcul, mais à mon avis, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un biologiste dans un comité de direction des 40 boîtes du CAC 40. Ce serait marrant de regarder d'ailleurs, il faudrait checker l'information, mais il y en a peut-être un ou deux. Si vous prenez les 577 députés d'aujourd'hui, ce sera pareil demain hein, probablement, vous avez un scientifique sur 577. Il s'appelle Philippe Bertha, il est généticien. Vous avez un scientifique. Donc, vous allez dans une boîte de BTP, vous leur dites on va faire de la mycoremédiation, c'est-à-dire on va faire de la dépollution des sols avec des champignons. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas la culture. Pourtant, ça marche. Gilles Burban, IFEN, il le fait. Et ça marche beaucoup plus vite qu'on ne croit. Mais le premier réflexe de l'ingénieur BTP, c'est pour dépolluer des sols, il faut excaver tout ça, mettre ça dans des bennes et le mettre ça ailleurs. Ça, c'est pas dépolluer des sols, ça. C'est déplacer des sols. Donc vous pouvez faire ça avec des champignons, des pollueurs. Ils ne sont pas tous des pollueurs, mais vous avez des champignons qui sont champions de la dépollution parce qu'ils vont couper des séquences et les digérer. Vous pouvez faire ça avec des plantes métallivores hyperaccumulatrices, comme le fait Claude Grison. Donc le vivant a des solutions et le vivant est notre meilleur modèle et partenaire pour trouver. Et c'est généralement, quand vous appliquez le vivant comme solution, vous êtes aussi bénéfique pour le vivant lui-même. C'est-à-dire que ce que fait Christian Leroux avec M2I et les équipes d'M2I, ça apporte des bénéfices au vivant lui-même. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à ne pas polluer les sols, à ne pas avoir des effets collatéraux sur les insectes moins gênantes. Je ne veux pas dire nuisibles. Il n'y a pas de truc nuisible. Enfin, ça dépend des configurations. Donc voilà. Ok. Et alors justement, donc là, je me tourne vers Christian. Vous travaillez alternative aux pesticides, donc vous travaillez avec des agriculteurs. Donc on peut considérer qu'ils sont chefs d'entreprise. Mais justement, comment est-ce que vous travaillez avec eux? À quel niveau de la chaîne de valeur vous vous situez? D'abord, pour rebondir sur ce que disait Alain, moi, chez moi, je suis le plus vieux. La moyenne d'âge de nos équipes, c'est en gros 30 ans. Ce sont des jeunes entomologistes, des jeunes chercheurs en biologie, des jeunes chercheurs en chimie et des gens qui sont passionnés. Et donc, ils passent leur temps, quand ils vont au travail le matin, à dire on participe à une cause intéressante, on participe à préserver la planète par rapport aux pesticides qui sont vraiment des choses qui restent.
Moi, j'ai toujours un souvenir glaçant, et je prends le terme exprès. Jean Jouzel, prix Nobel, GIEC, m'a expliqué que pour comprendre le fonctionnement de la planète et de la température, il a très longtemps étudié les glaciers. Et il m'a dit qu'il a retrouvé dans des glaciers en Antarctique des pesticides vieux de 50 ans toujours actifs. Et là, vous vous dites, OK, il y a un problème. Donc c'est vrai qu'il y a... En fait, il y a un problème culturel. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on vient de fêter les 80 ans du débarquement, l'Europe était exsangue et il fallait nourrir les populations. Et là, on a dit aux agriculteurs, écoutez, vous n'avez pas le choix, ça nous coûte une fortune d'importer les produits agricoles du Brésil, du Chili, d'Argentine et du Canada, il faut que l'agriculture européenne vive. Et on leur a dit, on va vous donner les moyens, et les moyens, c'était les pesticides et les herbicides. Et donc, pendant 60 ans, tous nos agriculteurs, on leur a dit, il faut produire, il faut nourrir l'Europe. Et ils ont été éduqués là-dedans. Donc on ne peut pas leur reprocher de faire des choses qui ne sont pas bien pour la planète, puisqu'on leur a toujours dit, votre rôle, c'est de nourrir la France, nourrir l'Allemagne, nourrir l'Angleterre, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ces produits ne sont plus bons, que ces produits sont même très dangereux. Et j'ai eu la chance, l'année dernière, à la même époque, tu parlais tout à l'heure, Alain, des silos, j'ai eu la chance d'être invité par les jeunes agriculteurs qui tenaient leur congrès national à Saint-Malo. Et donc j'avais devant moi une salle, plus de 800 jeunes agriculteurs, il y avait le ministre, il y avait la FNSEA qui était là, etc. Et ils m'ont dit, ce serait bien, Christian, si tu avais quelqu'un avec qui tu pouvais venir pour faire un débat un peu disruptif. Et j'ai invité le responsable du monde agricole du WWF. Et on s'est retrouvés, lui et moi, faire un débat devant 800 jeunes agriculteurs pour dire voilà les nouvelles méthodes qu'il faut utiliser et voilà comment on peut trouver des solutions pour avancer vers une agriculture raisonnable et raisonnée. Il n'a pas été sifflé, je n'ai pas été sifflé, on a été applaudis et on a même pu prolonger les débats pendant 2-3 heures après. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Saint-Malo, j'ai commencé mon propos en disant, avec tout le respect que j'ai pour les ONG, en disant, voilà, il y a un rapport qui est sorti en 2018, qui est issu non pas d'une ONG, mais de l'Inspection générale des affaires sociales, donc le ministère de la Santé, de l'Inspection générale de l'environnement et de l'Inspection générale de l'agriculture, donc 3 inspections de la République, qui dit noir sur blanc que sur les 6 millions d'adhérents à la mutualité sociale agricole, 1 million vont déclencher une maladie due aux pesticides. Et quand vous dites ça aux agriculteurs, ils se disent oui, effectivement, ce n'est pas une ONG qui dit ça, c'est un rapport officiel. Donc ça commence à réfléchir. Et à l'époque, c'était encore Christiane Lambert qui présidait la FNSEA. Elle en a pris conscience et elle s'est dit il faut créer ce qu'elle a appelé les contrats de solution. Et donc elle a créé les contrats de solution qui permettent à tous les agriculteurs qui le souhaitent d'avoir des alternatives aux outils qu'ils utilisent déjà pour la production de leur culture. Le problème de l'agriculteur est simple. L'agriculteur, c'est un homme et une femme comme un autre. Il vit du produit de son travail. Et donc, si on lui dit « t'es un salaud, tu produis, et puis tu nous pollues et tu nous empoisonnes », il est malheureux. Mais si en plus on lui dit « tu vas arrêter et tu vas utiliser d'autres méthodes », lui, il a un souci majeur, c'est « ok, je veux bien utiliser d'autres méthodes, mais qu'est-ce qui m'assure que mon rendement sera le même, que mes cultures ne seront pas abîmées et que je pourrai continuer à vivre de mon travail et de ma terre ?» Et donc c'est là toute la difficulté pédagogique que l'on a avec le monde agricole et sur lequel nous travaillons dans le monde du biocontrôle, c'est d'expliquer aux agriculteurs que les solutions alternatives que l'on propose sont 1, utiles pour la santé de l'agriculteur, 2, pour la santé du riverain et 3, pour la santé du consommateur. Et puis surtout, c'est là aussi l'agilité d'une petite entreprise comme la nôtre. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux besoins. L'agriculteur, il a l'habitude d'utiliser un pulvérisateur, il a l'habitude d'utiliser un drone parfois. Maintenant, il y en a certains en Amérique latine ou en Afrique qui ont l'habitude d'utiliser des avions pour pulvériser. Et on leur a trouvé une formulation. Nous fabriquons des nanocapsules à base de cire d'abeille et d'huile de tournesol, biodégradables. Nous insérons nos phéromones à l'intérieur, on les mélange avec de l'eau,
135 grammes de phéromones pour un hectare de vigne mélangé avec 1 litre d'eau. C'est-à-dire que ni vous ni moi ne pouvons sentir cette phéromone. On la mélange et l'agriculteur peut le pulvériser comme s'il pulvérisait son produit traditionnel. C'est-à-dire que ça ne lui change rien dans sa méthode d'application. Sur la vigne, on vient d'inventer un système. Les viticulteurs sont obligés de faire du palissage pour que les vignes soient bien tenues. Et ils utilisent des petits clips en métal. Et bien, nous avons inventé un clip fabriqué à base de lin et de polymère, totalement biodégradable, imprégné de phéromones, et qu'il l'installe à la place de son clip métallique. C'est-à-dire qu'il fait le même geste avec un outil qui est utile. Idem sur les vignes, par exemple en Champagne. Les vignes de Champagne, jusqu'à présent, avaient ce qu'on appelait un rack. C'était un petit sac en plastique non recyclable que les viticulteurs mettaient dans les vignes. Ils en mettaient 500 par hectare. Aujourd'hui, moi, je remplace ce petit rack en plastique par ma pulvérisation. Et donc, il n'y a plus de traces de microplastique dans le vin, parce que malheureusement, on en retrouvait quand même. Il n'y a plus de traces de microplastique et de plastique dans le sol, et ça facilite en plus la vie de l'agriculteur. Donc, tout cela est pour dire que les agriculteurs, je pense, sont progressivement mûrs. Mais il faut qu'il y ait œuvre de pédagogie. Alors, on travaille actuellement avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour qu'il y ait des programmes, des modules, à la fois dans les lycées agricoles, mais également dans les lycées de formation des maîtres, pour qu'en formation initiale et en formation continue, les solutions alternatives aux solutions historiques qui étaient les pesticides faciles d'utilisation puissent être enseignées et qu'il y ait un réflexe qui commence à arriver chez les nouveaux agriculteurs qui arrivent sur leur terrain. Oui, ce que j'entends, et c'est vraiment la grande conclusion, c'est le changement à opérer, il est profondément culturel. Alors, totalement. Alors, Sandrine, je vais te donner un autre exemple. Il y a un vrai sujet aujourd'hui en France, c'est le loup. Tout le monde dit, le loup est de retour, c'est dramatique. Alors, d'un côté, il y a ceux qui veulent tuer le loup, et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent préserver le loup. Alors, ceux qui veulent tuer le loup, c'est généralement les agriculteurs, parce qu'ils tuent leur brebis ou leur vache. Une brebis, c'est 150 €, une vache, c'est 1 500 €. Cette année, l'État a dépensé 40 millions d'euros pour préserver les élevages de brebis et de vaches, à la fois en achetant des patous, en indemnisant les agriculteurs et en mettant du barriérage. L'année dernière, c'était 20 millions. On a doublé en un an. C'est-à-dire que le loup, en plus, se propage tellement qu'aujourd'hui, il est arrivé à Guingamp. Alors qu'avant, le loup était surtout dans les Alpes et éventuellement dans le Massif central. Et donc, il y a un vrai sujet. Et nous avons trouvé, c'est là aussi le charme d'avoir des chercheurs autour de soi, on a trouvé une molécule dans les excréments de loup. Et donc, on a reproduit cette molécule en laboratoire et on s'est aperçu que le loup a peur du loup. Et donc, en reproduisant cette molécule, on a fait des essais dans un zoo. Un loup qui se passait une porte tous les jours 200 fois pour aller se nourrir de l'autre côté de la porte, on a imbibé de cette odeur la nourriture. Le loup a passé la porte une fois. Là, on s'est dit, tiens, on tient peut-être quelque chose. On a fait des essais dans les Alpes, Alpes suisses, Alpes italiennes et Alpes françaises, sur des troupeaux de brebis. 80 brebis. 78, on leur a mis un collier imbibé de l'odeur de phéromones. Nous, ce qu'on appelle... en fait, on fait de la confusion sexuelle. Donc, c'est pour ça que les insectes ne se retrouvent pas, ils sont confus. Mais là, sur le loup, on a mis dans ces colliers imbibés d'odeur autour des brebis. 78 n'ont rien eu du tout. Les 2 seuls qui n'en avaient pas ont été mangés. Et donc, on va avancer à grande échelle sur cette solution qui permet d'éviter d'abattre les loups, de préserver les éleveurs, de préserver les élevages. Et le WWF, avec qui on travaille, va lancer cet été une expérimentation à grande échelle sur les exploitations sur lesquelles il travaille. Mais là, pareil, quand tu vas voir, excuse-moi Sandrine, mais quand tu vas voir un éleveur et que tu lui dis j'ai une solution pour t'éviter de tuer le loup, il te dit mais attends, qu'est-ce qui me garantit que mon troupeau ne va pas être égorgé en 48 heures? Et donc là, c'est pareil, acculturation, appropriation du sujet et faire comprendre que oui, c'est un risque, mais les tests que l'on fait sont pas si mauvais. Et puis de toute façon, les essais que feront les éleveurs cette année, il y aura de toute façon des humains qui surveilleront pour voir ce qui se passe. Mais voilà une solution qui est
totalement dans ce que dit Alain, biomimétisme. Qui aurait pensé un jour que dans un excrément de loup, on aurait trouvé la solution pour éviter que le loup aille tuer les brebis et les vaches sur le territoire national? Alors, le loup a peur du loup, et qui a peur du biomimétisme? D'abord, c'est pas encore très connu, mais généralement, ça génère beaucoup d'excitation et d'enthousiasme. Donc on vient de terminer Biomime Expo, mais on l'observe aussi toute l'année. C'est une véritable potion magique d'enthousiasme, le biomimétisme. Je dis ça pas pour prêcher pour ma paroisse, etc., mais généralement les équipes qui bossent sur des sujets liés à la bioinspiration ont la niaque, sont enthousiastes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour une raison assez simple, on se réémerveille du vivant. On redécouvre un modèle. Etc. Je développe pas ça, j'arrive tout de suite à ta question. Et pour autant, il faut en faire bon usage. Et donc, c'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est nécessairement vertueux, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut combiner ça avec de la mesure d'impact, avec de l'étude d'évaluation, de l'éco-conception, de l'analyse de cycle de vie, enfin tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui se suffit à lui-même. Et puis, il faut être dans une bonne intention. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut distinguer la méthode de l'usage et de l'usager. Ce n'est pas parce que parfois quelqu'un utilise à mauvais escient une méthode qu'il faut condamner la méthode. Donc, voilà, ça peut arriver qu'on tue quelqu'un avec un marteau, ce n'est pas la faute du marteau. Et donc, la méthode qui consiste à dire « prenons modèle sur un truc plus grand que nous », qui s'appelle la vie, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si vous voulez en faire des chars de combat, c'est votre problème. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et là, c'est un point de vue un peu personnel, c'est que moi, j'en ai marre des gens qui passent leur vie à flinguer toutes les initiatives et qui donnent des leçons à tout le monde en expliquant, je vais t'expliquer, je vais te Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ou en fait, c'est pas si bien, je t'explique pourquoi. Parce que moi, je pense qu'on a beaucoup plus tous intérêt à nous encourager qu'à nous critiquer, à nous sanctionner ou à je ne sais quoi. Bien sûr qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas abouties. Mais la vie, c'est un process d'innovation continue. Il n'y a jamais rien d'acquis dans le vivant. C'est le principe de l'évolution. On s'adapte toujours. Et c'est ce qui marche, c'est ce qui est adapté, et c'est jamais adapté forever. Ce qui l'emporte, c'est l'organisme, peu importe, qui est adapté à un moment donné et à un espace donné. C'est-à-dire que vous prenez des oiseaux de même gabarit, si vous êtes en Asie, en Afrique, peu importe, ils ne vont pas se comporter exactement de la même manière, etc. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés à leur environnement. On se source localement, on fait avec ce qu'on a. Et en fait, ça change tout. Quand vous vous sourcez localement, vous prenez soin de votre biotope de proximité. Nous, on ne se source pas localement. On se source à 20 000 km. Où sont les plages polluées au plastique? Oh, c'est marrant, elles ne sont pas chez nous. Si on se sourçait localement, je vous assure qu'on prendrait soin de notre écosystème. Donc tout ça pour dire que, bien sûr que tout ça est un processus d'évolution continue, le principe de l'essai-erreur. Mais si on veut demain des V5 performantes, arrêtons de flinguer les V0. Arrêtons de décourager les initiatives. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe quand vous dites à une boîte, parfois de manière exagérée, parfois c'est juste, mais quand vous passez votre vie à dire à des boîtes qu'elles font du greenwashing, elles s'arrêtent, elles en ont marre. Elles arrêtent leurs initiatives. Arrêtez de penser, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, etc., que vous avez le monopole de la vertu. Il y a plein de gens formidables. Y compris chez Total Energy, il y a des gens bien. Parce qu'il y a peut-être des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, etc. C'est pas parce qu'ils passent le seuil de la porte de telle boîte qu'ils deviennent mauvais. Et donc, il faut encourager, pardon, je vais me calmer. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut de l'éthique partout. On a même écrit une tribune avec Emmanuel Delannoy, Kalina Raskin, etc., il y a quelque temps, sur l'éthique du biomimétisme. Parce qu'encore une fois, il faut que tout ça soit bien orienté. On peut faire du biocontrôle à un mauvais escient aussi. Enfin, voilà. Donc encore une fois, il faut distinguer les méthodes des usages et des objectifs.
Et encore une fois, notre objectif à nous, c'est qu'on n'a pas d'autre choix. Il faut penser notre avenir en communauté de destin avec le vivant. La vie n'est qu'évolution continue. Tout ce qui est vie, j'avais discuté avec un paléo un jour du muséum, Romain Garouste, qui me disait, mais tu sais, ce qui vit aujourd'hui, ce qui bouge, ce qui palpite, etc., c'est à peu près 1% de ce qui a vécu. Ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est éternel, y compris nous en tant qu'espèce, qui, je le rappelle, avons dans notre forme élaborée, intelligente, etc., d'Homo sapiens sapiens, 250 000 ans. Autrement dit, on est ultra jeune, on est en barboteuse dans cette classe de la vie. Et donc peut-être, plutôt que d'être l'élève prétentieux qui arrive à la fin du cours et qui veut expliquer à tout le monde le début du cours, on se tait et on écoute les autres camarades de la vie parce que c'est tous des cracks de la résilience et de l'adaptation continue. Et nous, en tant qu'espèce, on est mortels, et ce n'est pas un propos hyper anxiogène, etc. C'est que même les forêts que vous avez autour de vous, elles n'ont que 450 millions d'années. Et personne ne sait si elles ont vocation à être là dans 1 milliard d'années. Moi, je suis triste à pleurer quand je vois certaines photos d'ours blancs, etc. Mais l'ours blanc n'est pas là depuis la nuit des temps et n'a pas vocation à être là jusqu'à la nuit des temps. Simplement, aujourd'hui, l'ours blanc, c'est nous. Et donc la question qui se pose, c'est pas de sauver la planète. On entend ça à longueur de journée sur les ondes, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Évidemment, c'est pas l'homme qui va sauver la planète, c'est la planète qui va sauver l'homme. C'est-à-dire que la question, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'espèce, on peut essayer de vivre à peu près bien le plus longtemps possible. Et en harmonie avec le reste du vivant, parce que notre vie dépend du reste du vivant. Mais le reste du vivant, il se passera très bien de nous. Tout à fait. Bon, on va passer aux questions. Je vais donc me déplacer dans la salle. Ah oui, merci beaucoup. Merci Monsieur Rondonnin et merci Monsieur Leroux pour votre intervention. J'ai plein de questions, surtout pour Monsieur Leroux. Je ne sais pas combien j'ai de droit. De toute façon, on va passer. Au pire, 2 et au pire, je redemanderai le micro si jamais j'ai le temps. Une de mes premières questions était: est-ce que vous avez considéré d'autres stratégies que d'intervenir dans le processus de reproduction des insectes ravageurs de culture? En entendant votre histoire sur le loup, manifestement oui. Mais pour rester sur les insectes, est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres types de phéromones que des phéromones sexuels, comme par exemple des messages de fuite ou autres? Et est-ce que, à votre avis, ça serait aussi efficace que... Alors, merci pour votre question, parce que vous avez tous entendu parler des néonicotinoïdes, qui est quand même un mot un peu barbare, qui sont ces pesticides qui sont essentiellement utilisés en France pour la protection des betteraves. Parce que les betteraves sont attaquées par le puceron, et le puceron est vecteur de ce qu'on appelle la jaunisse de la betterave. Et donc, pour répondre à votre question, on s'est aperçu que le problème du puceron, c'est la parthénogénèse, c'est que là, il n'y a pas de problème d'homme ou de femme. Et donc, on a découvert une phéromone attractive. Et là, on est à notre 3e année d'essai avec les grandes coopératives que sont Tereos, Cristal Union et j'oublie toujours la 3e, mais c'est pas grave. Et donc, le principe, c'est qu'on attire sur un espace les pucerons et derrière, on attire les coccinelles qui sont le prédateur naturel du puceron. Et donc, on organise des lâchers de coccinelles. Les coccinelles viennent prendre le puceron là où il se trouve. Et donc, elles restent sur la zone, mangent les pucerons et évitent que le puceron n'aille sur l'ensemble de la parcelle. On y est arrivé, ça fait maintenant 3 ans qu'on y est, on est en train d'homologuer les produits et l'année prochaine, normalement, on devra avoir des essais sur de très très nombreux hectares, notamment dans le nord de la France. Donc oui, on réfléchit à ça, comme on réfléchit aussi aux répulsifs sangliers, puisque le sanglier est un vrai problème pour l'ensemble des agriculteurs. Mais bon, voilà ma réponse à votre question. La première, je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Alors, nous, notre stratégie, c'est uniquement les phéromones et la confusion sexuelle. On est vraiment parfumeurs des insectes. Merci beaucoup pour
votre intervention et aussi à l'artiste qui, à chaque fois, nous met des jolis dessins qui... Oui, merci. Je suis d'accord. La coccinelle qui mange le puceron. Voilà, la coccinelle, elle a changé le dessin rapidement quand on a changé de sujet, donc j'étais impressionnée. Deux questions. Une question rapide. On se demandait si vous utilisez toujours le même loup pour les phéromones ou les colliers, et que ça n'allait pas à un moment être reconnu comme le même loup partout, et qu'ils se doutaient, les loups, qu'il y avait un loup. Et donc ça, c'était une petite question. Et aussi, je me demandais par rapport... vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. En face de vous, vous avez des gigants de la pétrochimie, chimie. Et je me demandais comment vous faites pour contrer, je m'imagine des... qu'est-ce que tu disais Et comment on travaille avec les géants? Ils ont quand même leur lobby énorme qui mettent en place des lois qui permettent quand même d'avoir un Roundup qui est disponible en Super U, à Bonny-sur-Loire, je l'ai vu. Donc voilà, ça c'était ma question. Alors, merci. Alors, sur le loup, pour l'instant, on a reproduit une molécule d'un seul loup, mais comme on les diffuse sur tout le territoire, il n'y a aucun problème, puisque le loup a peur du loup. Donc, il ne sait pas d'où vient le loup. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Sur votre deuxième question, alors, 2-3 réponses, je vais essayer de faire synthétique. Un pesticide traditionnel chez un géant, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, etc., c'est 5 années de recherche en R&D, 5 années d'homologation, 250 millions de dollars. Au moment où je vous parle, il n'y a plus un seul pesticide dans les pipes de R&D des géants. Pourquoi? Parce que grâce à nous tous, à la pression sociétale, l'Union européenne a interdit 40 types de pesticides depuis 10 ans. 40 types de pesticides. Et nous sommes même allés encore plus loin, grâce, et je le dis vraiment, à l'action du président de la République et de Julien Denormandie, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, lorsque la France présidait l'Union européenne. Nous avons réussi même à imposer ce qu'on appelle la clause miroir. Et la clause miroir, c'est quoi? Ça interdit l'importation sur le territoire de l'Union européenne de produits agricoles qui sont encore traités par des pesticides interdits en Europe. C'est fait à la fois pour préserver le travail de nos propres agriculteurs, pour ne pas avoir de distorsion de concurrence, et de préserver évidemment la santé de nos consommateurs. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique que j'étais au Brésil il y a 3 semaines avec le président, et que quand je parle de ça au président Lula, il me dit « Oui, mais moi, au Brésil, j'ai besoin de continuer à exporter mes produits agricoles en Europe, comment je vais faire ?» Et là, le président de la République dit entreprise française, innovation, biomimétisme, le Brésil devrait se mettre dans le biocontrôle et trouver des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides. Et donc voilà comment on a réussi à contrecarrer le lobby, effectivement, des géants. Mais pour être totalement transparent, mais je suis même arrivé à un stade aujourd'hui où les géants qui étaient mes concurrents et qui voulaient nous réduire quelque part, sont aujourd'hui devenus mes clients. C'est-à-dire que ce sont les géants qui distribuent mes produits parce qu'ils ont une force de distribution que je n'ai pas. Moi, je suis incapable d'avoir 450 commerciaux qui vont aller voir tous les négoces, coopératives agricoles, vinicoles sur l'ensemble de la planète. J'ai 130 homologations, 400 brevets, mais je n'ai pas 5000 commerciaux pour faire ça. Et donc, j'ai imposé aux géants de me payer le droit de vendre mes produits, déjà, et ensuite, je leur ai imposé des volumes minimums. Et donc, ils sont obligés de tenir ces volumes minimums. Et comme ça marche, ils dépassent même les volumes minimums. À titre d'exemple, l'année dernière, j'ai vendu sur l'ensemble de la planète l'équivalent d'utilisation de pesticides d'un pays comme le Portugal en une année. Donc j'ai réduit d'autant l'utilisation de pesticides sur la planète.
Donc voilà sur quoi on travaille. Donc oui, les géants, c'est compliqué, mais aujourd'hui, ils sont coincés. Parce qu'ils sont montrés du doigt, parce que le film Goliath, on en parlait tout à l'heure avec Sandrine, a été un vrai beau film qui expliquait véritablement comment les choses se passaient et qu'il y a des alternatives qui existent et qu'il faut les promouvoir. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci Christian. Merci.